au cœur de l'événement. La braderie est de retour, samedi à 15h15 sur France 3 Hauts-de-France. Bonjour à tous, au sommaire de votre édition ce midi, la Redoute convoitée par les Galeries Lafayette. Le groupe parisien veut racheter dans les prochains mois la société roubaisienne de vente par correspondance pour accélérer sa transformation numérique. Une conférence de presse se tient en ce moment à Paris. Ça y est, il débarque. Les premiers brades peuvent s'installer depuis ce matin, façade de l'Esplanade à Lille, sur leur emplacement réservé. Pas de vente bien sûr, mais un déchargement de bric-à-brac qui lance l'édition 2017. Et puis, ils vouent à notre région, à leur région, une passion. Ils sont éleveurs, écrivains, chefs d'entreprise, ce sont les gens du Nord. Ils ont raconté leur attachement viscéral à notre invité, Geoffroy Defresne, dans un livre témoignage qui sort aujourd'hui. Bonjour et à tout à l'heure. L'annonce a donc été faite ce matin. Les Galeries Lafayette souhaitent racheter dans les prochains mois la société roubaisienne de la Redoute, d'abord à hauteur de 51%. Une conférence de presse se tient en ce moment à Paris. Un enjeu économique de taille pour l'une et l'autre enseigne. Bonjour Simon Colaon, vous êtes devant le siège roubaisien de la Redoute. En sait-on un peu plus sur les contours qui vont définir cette future acquisition ? Eh bien, effectivement, Céline, ça a été annoncé ce matin, vous l'avez dit. Les Galeries Lafayette vont faire l'acquisition de cette entreprise roubaisienne, la Redoute, à hauteur de 51% dans un premier temps et entièrement. Voilà, c'est une acquisition qui va se faire dans les prochains mois. On ne connaît pas encore le montant de l'acquisition qui est évidemment tenu secret. Peut-être qu'on en saura un peu plus à l'issue de la conférence de presse. En tout cas, les deux entreprises ont expliqué quelles étaient les motivations de ce rapprochement pour les Galeries Lafayette. C'est évidemment accélérer sa transformation numérique. L'entreprise qui a connu beaucoup de difficultés avec ses magasins physiques, en a fermé plusieurs en province et notamment celui de Lille. Et la Redoute, évidemment, qui est avec ses 9 millions de visiteurs uniques chaque mois, eh bien, est devenu un des acteurs incontournables de l'Internet aujourd'hui. Pour la Redoute, c'est l'occasion de consolider son avenir avec cette entreprise, les Galeries Lafayette. La Redoute qui, depuis 2014, est engagée dans une grande restructuration qui a été rachetée par ses anciens dirigeants, qui a construit un nouveau centre logistique et qui espère donc aller encore plus loin désormais. En tout cas, pour les salariés, eh bien, c'est un nouveau changement, un nouveau propriétaire. Le groupe Kering, qui était propriétaire de la Redoute il y a quelques années, n'avait pas forcément laissé beaucoup de souvenirs. On verra ce qu'ils en penseront. Merci beaucoup Simon et on attend évidemment les premières réactions ce soir dans notre journal de 19h. Lille en ébullition, c'est pour dans quelques heures maintenant. Si le lancement officiel de la braderie est fixé à samedi 8h du matin, les vendeurs qui ont réservé leur emplacement ont pu commencer à s'installer. Regardez, c'est signé Didier Piton et Sergio Rosenstro. Il faut surtout qu'il débloque le bloc de béton. Vous êtes là depuis combien de temps ? Alors nous 7h30, monsieur depuis 4h30, c'est ça ? Ils étaient déjà nombreux dès l'ouverture ce matin, des anciens habitués de la grande braderie lilloise pour la plupart, partagés entre crainte et excitation. C'est du bonheur, hein. On retrouve tous les copains qu'on n'a pas trouvés l'année dernière. Ça va pas être pareil. C'est l'impôt, trop d'impôts tue l'impôt et trop de règlements, je crois que ça tue l'ambiance. Je pense que on est en train de faire mourir la braderie de Lille. Et pourtant vous êtes là. Oui. Peut-être pour la dernière fois. Vous pouvez me sortir une carte d'identité, s'il vous plaît. La crainte que les visiteurs soient bien moins nombreux que les autres années. Un pessimisme qui contraste pourtant avec la joie de se retrouver là, malgré des mesures de sécurité parfois contraignantes. Tant mieux, c'est parti. On attendait ça. Ben oui, depuis le temps. Et là, c'est bien structuré, ça va, c'est bien fait. Pour l'instant, ça commence bien. Des brocanteurs essentiellement. Ils ont jusqu'à ce soir, 21h, pour s'installer. Après, il sera trop tard. D'ici là, les autorités opéreront d'autres contrôles pour s'assurer du bon déroulement des installations avant le coup d'envoi officiel de la braderie 2017. La police lance un appel à témoins après la mort d'un jeune homme à Boulogne-sur-Mer, agressé en pleine rue dans la nuit de mardi à mercredi. Il a été transporté à l'hôpital dans un état jugé non inquiétant au départ. Il est finalement décédé quelques heures plus tard. Les images de vidéosurveillance ont montré qu'il avait été frappé par un homme. Le numéro de téléphone du commissariat
Et tous les détails sont à retrouver sur notre site internet hdf.france3.fr. La récolte des pommes de terre nouvelles a commencé dans la région, mais la saison ne s'annonce pas des meilleures, car si la qualité est là, les prix sont en chute libre. Laurent Navez et Patrick Duluc. Il a beaucoup plu sur le bassin audomarois. Coup d'arrêt aussitôt dans les arrachages de pommes de terre. Grisaille dans le ciel, sale temps aussi sur les prix. Ce producteur vendra la tonne une 50aine d'euros contre 250 € l'année dernière. Vous perdez 200 € tonne sur 40 tonnes, le calcul est vite fait. Donc ça fait 8 000 € l'hectare. Mais voilà, c'est pas la fin du monde. Le marché de la pomme de terre est quand même assez fluctuant. Dans cette usine de conditionnement, on se félicite de la qualité des pommes de terre cette année. Mais selon les secteurs, les rendements sont meilleurs que l'an dernier sur des surfaces cultivées plus importantes. L'offre dépasse la demande, le marché est déséquilibré. Cette baisse des prix est liée donc justement au fait qu'on soit en pleine récolte. Je pense que ce prix bas est un peu excessif. Il ne reflète pas à notre sens, il ne reflète pas exactement l'état réel du marché. On pense qu'il est exceptionnellement bas et il sera amené à remonter. Le prix du filet de pommes de terre devrait quand même baisser pour le consommateur, mais avec un effet retard de quelques semaines. Prix bas et qualité, l'équation devrait permettre néanmoins de booster les ventes. Ça permettra d'être plus attractif et d'avoir des mises en avant plus fortes au niveau de l'ensemble de la distribution. C'est des choses que nous ressentons aujourd'hui, une volonté de mettre un produit de saison qui est moins cher en avant. Ça permettra de vendre davantage de produits. Un marché plus dynamique qui devrait compenser ce début de campagne à l'allure catastrophique pour les producteurs. Notre invité ce midi a recueilli des témoignages d'amour, ceux des gens du Nord pour leur culture, leur région. Bonjour Geoffroy Defresne et merci d'être avec nous. C'est une série de 25 portraits que vous proposez sous forme d'entretien. Comment s'est fait votre choix ? Oui, bonjour et merci d'abord de m'inviter. C'est un choix qui s'est fait de manière assez spontanée quand Henri Dougier, l'éditeur, m'a proposé de faire ce livre sur les nordistes qui suivait un livre sur les Bretons sorti en mars. J'ai d'abord puisé dans mes souvenirs de reportages, que ce soit à La Voix du Nord, au Monde ou au Point. Vous êtes journaliste. Et voilà. Et donc, il y avait des gens que j'avais vus il y a 20 ans et que j'avais toujours suivis depuis, comme Nadine Ribaud, par exemple, ou Thomas Duchâtelet, le chorégraphe, Nadine, l'écrivaine, et puis d'autres que j'avais découverts plus récemment. Et dans la presse, on est toujours un peu frustré par la place dont on dispose. Notamment, on ne peut pas faire de très longs interviews, sauf sur le web maintenant. Et donc, je m'étais dit, je voulais aller plus loin et faire des très longs papiers, un peu comme ceux qu'on trouve dans le magazine 21. Alors, ça se passe sous forme de questions-réponses. Comment expliquent les personnages que vous avez choisis leur attachement à la région ? Certains y sont nés, d'autres non. Oui, j'ai pas d'ailleurs voulu avoir des quotas de gens nés dans la région, pas dans la région, etc. C'est venu spontanément. Il se trouve qu'on est une région traversée, donc il y a des gens de toutes origines, effectivement. Il l'explique de manière assez naturelle. Ceux qui sont là depuis toujours, c'est évident qu'il y a un côté racine. Ça vient de la famille, de plein de choses comme ça, d'habitude. Et puis ceux qui sont arrivés dans la région, visiblement, ils s'y attachent très vite, Et ça, c'est indéniable. Il y en a peu qui repartent. Quand ils partent à regret. À cause du patrimoine, vous parlez des paysages aussi qui leur plaisent ? Les paysages, mais aussi, je pense, les gens, parce qu'en général, ils viennent ici, ce sont des attaches humaines, ils nouent des amitiés. Quand ils créent des festivals, ce qui est le cas d'Aurélie Olivier pour le Festival Littérature, etc., par exemple, ça se passe bien. Voilà. Vous dites que c'est une manière aussi d'arrêter les clichés, mais c'est aussi un cliché de dire que les gens du Nord sont accueillants. Oui, donc je me suis dit, que peut-on dire d'autre qu'accueillant ? Parce que ça voudrait dire que les autres régions, par défaut, ne sont pas accueillantes. Donc je pense qu'ici, c'est vrai qu'on accueille les gens beaucoup plus vite, sans doute. On est très vite ouvert. On est une région qui a toujours été traversée, donc c'est une habitude. Voilà. Après, il y a d'autres régions françaises, bien sûr, accueillantes. Leur point commun, c'est d'animer la région, que ce soit sur le point de vue culturel, économique, même le monde agricole. Est-ce qu'on tire une certaine fierté à se dire que ces gens-là veulent rester dans notre région ? Oui, et puis effectivement, on est une région qui, malgré tous les soucis, a toujours été remplie de gens dynamiques, qui veulent bouger, qui veulent créer. On a un fort tissu associatif, je pense que ça, il faut en parler. Alors, c'est pas seulement dans le sport, mais c'est aussi, par exemple, on le voit autour des migrants. Voilà, on est une région qui se mobilise pour beaucoup de causes, que ce soit des causes d'amitié, de sport ou une région qu'on sent que vous aimez. Évidemment. Merci beaucoup, Geoffroy Defresne, donc Gens du Nord. Votre livre sort aujourd'hui et première rencontre avec
avec vos lecteurs. Ça sera la semaine prochaine, jeudi prochain, au Bateau Livre à Lille. Merci. Cet hommage à présent, 20 ans après sa disparition, elle fascine toujours autant. Le 31 août 1997, Lady Di, décédée dans un accident de voiture à Paris. Les archives nous ont permis de retrouver des images. Un dimanche d'automne, la princesse de Galles arrivée à Lille. Marie-Noëlle Grimaldi et Myriam Schelcher. Il pleut sur le tarmac de l'île-Léquin. Ce matin gris de novembre, un tabloïd britannique vient d'annoncer sa séparation avec Charles. De ce contexte, Lady Diana ne laissera rien paraître. Les centaines d'admirateurs massés devant la mairie de Lille sont là autant pour l'acclamer que pour la soutenir. Pierre Mauroy, tout en délicatesse, l'accompagne au fil de sa journée lilloise. Et après les honneurs réservés aux hôtes de marque, lui remet la médaille de la ville. Elle est la princesse des cœurs, toujours au chevet des malades et des plus vulnérables. L'après-midi, Lady Diana se rend auprès d'enfants atteints du cancer à l'hôpital Urier. On l'y voit discrète, sensible et attentive. Mais elle n'est pas toujours sage. Lors de l'étape suivante, au musée de l'Hospice Comtesse, elle affole son service d'ordre en allant au-devant de ses très nombreux fans. Pendant ce temps, une autre idole se prépare à entrer en scène, son compatriote et ex-Beatles Paul McCartney. Il vient d'écrire l'oratorio de Liverpool, une pièce classique, et donne ce jour-là un concert exceptionnel à Lille. Deux stars planétaires réunies dans la capitale des Flandres, les flashs crépitent pour immortaliser l'instant. Puis la princesse s'engouffre dans sa Jaguar bleu nuit après avoir salué tous ceux qui une dernière fois s'étaient massés pour l'apercevoir. La princesse des cœurs distille encore quelques sourires et puis s'envole. Elle aura passé 8 heures à Lille, un tourbillon de grâce et d'élégance. Tout de suite, votre édition des initiatives, puis la météo d'Anne-Sophie Roquette. À ce soir, 19h. Excellent après-midi. Cette structure en métal s'appelle une BAAVA, une barrière amovible anti-véhicule assassin. Un dispositif testé par la commune de la Grande Motte pour sécuriser les manifestations du carnaval ce week-end. Un super truc pour nous, ça nous fait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent aussi parce que à l'époque on le faisait avec des blocs béton. Donc ça veut dire qu'on devait des poids lourds, déplacer des agents, des tractopelles. Donc là aujourd'hui, vous voyez, on sécurise en 4 minutes une voie. Le principe de cette barrière, bloquer les roues d'un véhicule lancé à pleine vitesse. Cette année, la sécurisation de ces manifestations a coûté 70 000 € supplémentaires et s'équiper avec ces barrières amovibles a aussi un prix. Par exemple, cet ensemble de 5 modules coûte 1 800 €, un investissement important mais intéressant pour la commune. C'est un investissement qui sera réutilisé tous les ans, alors qu'aujourd'hui, il fallait chaque année déployer du matériel, du personnel. Ça évitera d'avoir à amener des camions, d'avoir du personnel réquisitionné. Si le test s'avère concluant, ces barrières seront achetées à la société française qui les fabrique, près de Marseille. Une société qui devrait présenter cet automne un nouveau dispositif qui permettra aussi d'arrêter les camions. Continuons dans le domaine de la sécurité avec ce nouveau service mis en place à l'aéroport de Marseille-Provence. Désormais, si vous avez oublié dans votre bagage un objet interdit en cabine, il peut vous être envoyé par la poste plutôt que d'être détruit. De quoi soulager les voyageurs distraits. Scène de la vie quotidienne à l'embarquement à l'aéroport. J'ai 2 téléphones. J'ai complètement oublié ça, je ne sais pas si ça passe. Alors montrez-moi. Sors-le. Ah oui, non, effectivement, ça c'est interdit. Dans ces cas-là, jusqu'à présent, une seule option pour le passager porteur d'un objet interdit, la poubelle et la destruction. Mais depuis peu, il existe une seconde option pour les écervelés. Je vais mettre votre petit outil dans cette enveloppe, tout simplement. La Poste propose ce service payant d'envoi chez vous des objets refusés à l'embarquement. Une aubaine pour de nombreux passagers obligés d'abandonner des objets auxquels ils tiennent. On a récupéré en objet un peu particulier des boules de pétanque, un drone, parce que vous savez que les batteries au lithium sont interdites dans les avions, et puis principalement ce sont des couteaux, et puis des produits cosmétiques, des parfums, et puis des bouteilles d'alcool bien évidemment. Le prix du service, 10 € pour un retrait sous 15 jours à l'aéroport.
15 € pour une expédition en France. Et puis cédons enfin au chant des sirènes. Le mermaiding séduit de plus en plus d'adeptes en France. Cette pratique sportive importée des États-Unis consiste à nager comme une sirène, costume à l'appui. Rencontre avec l'une de ces nageuses du 3e type à Fécamp. Si vous vous promenez cet été à Fécamp, vous pourriez bien faire une rencontre du 3e type. Avec sa queue de poisson bleutée, Alexia passe rarement inaperçue sur la plage. Fascinée par les sirènes, la Fécampoise prend régulièrement la mer avec son drôle de costume. Une seconde peau, pas facile à enfiler. C'est une monopalme à l'intérieur, il y a des chaussures. Donc on met un premier pied. Une fois qu'il est mis, on met la deuxième jambe. Et après, ça va tout seul. Par vent de tempête, l'entrée dans l'eau est plutôt houleuse. Mais après tout, une sirène doit être à l'épreuve des éléments. Nager comme une sirène, un rêve d'enfant pour Alexia, bercée aux dessins animés mettant en scène ces créatures mythiques. Mais avant de succomber à l'appel du large, encore faut-il maîtriser les fondamentaux, en piscine cette fois. Car cette pratique venue des États-Unis est aussi ludique que sportive. À l'air libre, une queue de poisson pèse entre 15 et 20 kg. L'essentiel sous l'eau, onduler tout en gérant l'apnée. Il faut quand même avoir de bons abdos et plus on travaille, plus ça muscle, les cuisses, le fessier. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça se fait ressentir. J'ai commencé à avoir les cuisses tellement dures parce que j'en fais régulièrement, donc pour le coup, c'est très physique. En France, la discipline se développe au compte-gouttes. Ultime objectif pour Alexia, trouver des naïades pour monter un spectacle. Sa promesse, vous donner l'envie de toujours retourner à l'eau.